Alors voilà, ça c'est une vidéo YouTube, c'est le jour 1 du challenge pour, m'améliorer à discuter face caméra, sans script et sans idée derrière la tête, juste parler pendant 15 minutes d'affilée. On met un petit timer et le sujet d'aujourd'hui, ça va être: pourquoi j'ai quitté le M&A? Est-ce que c'est pas un peu du gâchis d'avoir, travaillé autant, pour ça, pour partir au bout de 3 ans? Et aussi une question qui est venue aujourd'hui, que je trouve vraiment intéressante et qui mérite, une longue vidéo dessus, en espérant que 15 minutes soit assez. C'est, est-ce que je suis pas, est-ce que je regrette pas d'avoir fait autant d'études, d'avoir fait 2 ans de prépa, puis 4 ans d'école de commerce, donc 3 ans de master avec une année de césure pour faire du M&A et ensuite du coup quitter tout ça, pour finalement, voilà, faire ce que je fais aujourd'hui. Il y a pas forcément besoin d'un master en management ou d'une spécialisation en finance d'entreprise pour parler à une caméra. Après, ça a apporté plein de choses. On va essayer de structurer un peu, la réponse, mais il y a 2 vrais points là-dedans pour moi, à mon avis. C'est que malgré tout, la prépa, et l'école de commerce derrière, que ce soit une top 3, une top 5, une top 10, la prépa, ça apporte vraiment une structure de pensée. Ça te permet de structurer ta pensée, que ce soit à l'écrit ou à l'oral. Alors à l'oral, on le perd petit à petit, hein, je pense qu'on va le voir dans cette vidéo. Mais ça permet en tout cas sur papier de mettre, toutes tes idées, tout ce que tu as appris, toutes tes connaissances de manière structurée, notamment sur les dissertations. Je parle pas du niveau de mathématiques spécialement parce que moi j'ai fait un bac ES, donc une prépa ECE pendant 2 ans. Donc les maths, c'était assez dur, c'était pas du tout ma tasse de thé, j'étais pas très bon. Ce qui fait que j'ai pas forcément eu les meilleures écoles. Enfin, j'ai eu le SCP, mais c'est pas mal et donc en fait, c'est pas forcément, ça qui était le plus intéressant. Mais donc enfin, en prépa, on apprend énormément de choses, on se sent intelligent, on réfléchit beaucoup, on travaille beaucoup. Donc d'un côté, ça apprend quand même à avoir une grosse charge de travail. Moi, je me souviens sur les périodes les plus dures et les plus intenses, je me levais tous les jours à 7 heures, voire 6 heures du matin. Je faisais un peu de sport, le matin dans ma chambre, j'étais à l'internat et après, je faisais, quelques devoirs, potentiellement ou quelques révisions de dernière minute sur tout ce qui est oraux, DS et cetera avec les petites fiches. Après, il y avait la journée d'études, il y avait l'école quasiment tous les jours. On avait DS le samedi matin, entre 8 heures et midi selon les matières, je finissais souvent, j'arrêtais de travailler vers 23h30 minuit. En première année de prépa, j'ai réussi à garder, au début, mais j'ai vite compris que ça serait difficile. J'arrivais à me faire une game de League of Legends de temps en temps. Ça, c'était assez marrant et après, en fait, j'ai compris qu'en milieu d'année, je suis allé à l'internat parce qu'il me fallait plus de cadre, un peu plus de structure, moins de tentation. Moi, j'avais un ordi gamer fixe, c'était compliqué, j'ai beaucoup joué aux jeux vidéo quand j'étais au lycée parce que c'était facile et cetera. Donc forcément derrière, après à l'internat, je me gardais quand même 20 minutes et j'avais regardé toutes les saisons de South Park pour quand même avoir un temps de pause et se recharger le cerveau et je pense que ça, c'est important et même dans tout métier. Enfin, dans toutes études et dans toutes les études et tous les métiers. Le lien avec le M&A et les horaires qu'on peut avoir, il se fait là, il se fait aussi sur la capacité à raisonner, sur la capacité à rechercher des informations, même si c'est quand même moins ce qu'on te demande en prépa. En prépa, on te donne les informations, on te demande de les digérer, de les comprendre et de les recracher, si on peut dire un peu plus vulgairement. Même si c'est pas exactement ça, hein, faut y mettre du sens et que ça soit intelligible et que ça soit intéressant par rapport à la problématique posée. Après, derrière, ça ouvre du coup la voie au concours, avec une école de commerce et un master en management. Master en management qui est un master très généraliste. Moi, j'ai fait une spécialisation en finance d'entreprise parce que je voulais faire du M&A en rentrant en école de commerce. Au début, je voulais faire du marketing, mais en ayant vu, les frais de scolarité et j'en ai déjà parlé dans quelques vidéos, sur Instagram ou sur YouTube Shorts d'ailleurs, de la dette, moi, j'ai pris un prêt étudiant de 60 000 € pour payer les études plus, un peu le loyer à Paris. Ce prêt étudiant, je le paye pas, je ne l'ai pas payé pendant les 5 premières années, et je le paye ensuite, les 5 années suivantes. Donc ce qui fait que là, en principe, je dois le rembourser jusqu'en 2028 et ça fait à peu près 1 060 € par mois. C'était 0,8 hein, le taux, c'est quand même, rien, mais ça fait, 1 60 € par mois, tous les mois pendant 5 ans et donc forcément, quand vous regardez le prix des loyers à Paris, plus, voilà, si vous voulez pas juste manger des pâtes, toute l'année, en fait, il fallait à peu près, 3 000, net d'impôts, de revenus pour commencer et pour pouvoir aussi, le but, c'est quand même de mettre un peu de côté, essayer d'investir et donc le MNS où c'est un peu, la voie que j'ai choisie, comme beaucoup de gens en prépa.
Donc voilà, après, je m'écarte un peu et ça va être un peu brouillon comme ça, je suis désolé. Mais en soi, il y a donc je disais en introduction, il y a 2 angles. Il y a un premier angle qui est de se dire: «Oui, c'est, complètement inutile». Enfin, c'est complètement inutile. C'est dommage, regrettable, j'aurais pu faire autre chose, j'aurais pu faire du dropshipping quand c'est sorti, j'aurais pu déjà commencer la création de contenu. J'avais fait des vidéos Minecraft sur YouTube, en secondes. Imaginez si j'avais continué, alors peut-être que j'étais pas assez drôle et que ça aurait rien donné, ça c'est autre chose, mais potentiellement ça aurait pu donner quelque chose, mais avec des si, en fait, on pourrait refaire le monde et c'est pas forcément l'objectif ici. L'objectif, c'est plutôt de vous donner mon point de vue personnel et mon expérience. C'est les questions qu'on m'envoie de temps en temps en DM sur Instagram ou en commentaire sur TikTok par rapport à ça. Donc en effet, on pourrait se dire: «Ouais, ça sert à quoi, tout ça pour ensuite, bah, vouloir ouvrir un bar?» ce qui ne nécessite pas forcément d'avoir fait, du M&A. D'ailleurs, encore moins, c'est ce qui m'a été un peu reproché par les banques. Mais je pense que ça sera le sujet d'une autre vidéo comme celle-ci. Et puis ensuite, bah, voilà, pour faire de la création de contenu, monter des business, là, une application mobile que je développe, j'ai essayé d'en développer d'autres, précédemment. Ça n'a pas forcément fonctionné comme le bar, mais voilà, on avance, on continue et on est serein et puis l'avenir, on verra ce que l'avenir nous réserve, c'est un peu plus ça le message. Mais pour en revenir au sujet principal de la vidéo qui est vraiment un peu plus le M&A et les études, mon premier conseil, ce serait de vous dire si vous n'êtes pas capable, alors c'est pas une question de capacité intellectuelle, quoiqu'un peu, si vous n'êtes pas capable de faire parce que malheureusement en fait, qui dit, prépa, qui dit meilleure prépa dit meilleure école. En général, c'est un peu ça, hein, vous avez le classement des prépas qui vous prépare aux meilleures écoles. Donc si vous arrivez à avoir une super prépa, qui ensuite vous donne une super école, bon, bah, forcément vous pouvez enfin, beaucoup plus facilement rentrer, dans une grande banque, française, américaine, pourquoi pas, une boutique, élitiste et obtenir des salaires très rapidement. Vous sortez, vous avez 24 ans, vous êtes à 100 000, ensuite vous montez à 150, 160, 200, brut annuel, hein, et ainsi de suite. Donc oui, ça peut se faire, ça reste intéressant, on apprend plein de choses. Je pense que je ferai une vidéo un peu plus détaillée, là-dessus. Il faut que je regarde quand même le timer de temps en temps puisque, ça se trouve, il me reste encore oh ça pa le temps passe vite. 7 minutes 53. On est déjà à la moitié, dis donc. Bah, en fait, il faut que je raccourcisse. Non, mais bon, ça peut être intéressant pour ce point de vue-là. Après, là où je trouve que c'est vraiment pas intéressant, en fait, c'est là où vous et c'est le petit message que j'ai dit à quelqu'un qui m'a envoyé, un message sur Instagram là, ce matin aussi et qui m'a dit: «Ouais, voilà, moi je vais aller en mid cap, j'aimerais avoir ton avis et ton retour d'expérience, est-ce que ça vaut le coup?» machin. En fait, il faut savoir ce que vous voulez derrière. Il y a des gens, ils sont pas faits pour entreprendre. Ils sont pas faits pour, ils sont risques averses. Moi, j'ai un copain, il a fait, bah, il était déjà avec moi chez Cassib, peut-être qu'il se reconnaîtra dans la vidéo s'il la regarde. Et il déteste le risque, même en immobilier. Enfin, il gagne bien sa vie. Là, il est toujours en M&A, mais plus en conseil. Voilà, il gagne bien sa vie à Paris. Mais lui, sa volonté, c'est pas forcément de créer des choses, c'est pas forcément d'investir. Il met son argent sur les MSCI World, désolé pour l'accent, et puis un PEA et puis zou, quoi. Et potentiellement, bah, au lieu de faire de l'investissement locatif, faire sa résidence principale avec sa femme, ce qui n'est pas critiquable, mais quand on gagne bien sa vie et qu'on veut construire autre chose, en fait, c'est ça ce qu'il faut retenir et ce qu'il faut savoir. C'est est-ce que vous voulez plus? Parce qu'avec le M&A, vous allez gagner beaucoup d'argent. Vous allez faire des gros salaires. Chaque année, vous allez prendre une augmentation. Chaque année, vous allez prendre un gros bonus et c'est pas mal en plus si vous investissez correctement derrière, honnêtement, vous pouvez bien vous en sortir. Mais vous allez aussi vous cramer. Moi, ça va, j'ai eu de la chance. Je vais pas me plaindre. On était dans une banque, qui se comporte enfin, où le rythme était correct, j'ai réussi à avoir un rythme correct. C'était, les montagnes russes que j'aime bien dire. C'est parfois, c'est tout en haut et on finit, plusieurs semaines d'affilée, notamment je l'ai fait, sur le deal Panzani quand je suis arrivé. On l'avait perdu en plus et c'était, je crois je finissais, 2-3 heures du mat. En plus, c'était covid, donc il y avait pas de présentiel. J'étais, je crois 4 jours par semaine tout seul chez moi dans mon 20 mètres carrés à Paris et là, en fait, c'était 8 heures, 2-3 heures du mat tout seul tous les jours. Donc ça, c'est compliqué. Et en fait, pour revenir encore une fois au sujet initial, c'est est-ce que ça vaut le coup? Ça dépend ce que vous voulez construire. Si vous voulez faire carrière, il y a des gens qui sont faits pour ce métier, il y a des gens qui sont faits pour faire carrière. Vous partez en private equity derrière, vous allez plus chill, M&A corpo et puis vous restez dans le salariat et je dis pas ça avec, un point de vue critique. Je dis qu'il y en a qui ont pas envie, de faire autre chose. Il y en a qui ont pas envie d'entreprendre, d'être entrepreneur, de créer une boîte. Il y en a qui ont juste envie de travailler, qui se plaisent dans leur travail aussi. Il y en a qui adorent ça, hein. Et c'est très bien. Mais si vous aspirez à plus, si vous souhaitez faire plus, mon autre angle de vue, ce serait quand même de vous dire: «OK, aujourd'hui sur internet, voilà, il y a plein de gens qui partagent, qui racontent leurs trucs. Moi,
Alors en fait, je suis allé en prépa. Mes parents, je suis le seul à avoir fait des études post-bac dans la famille, quasiment. Et on m'a dit d'aller en prépa parce que, bah, voilà, j'avais les capacités intellectuelles au lycée, point. Et puis en fait, vous rentrez en prépa, bah, vous visez la meilleure école et puis dans la meilleure école, bah, comme je vous l'ai dit précédemment, vous vous rendez compte que ça coûte cher, vous voulez un gros salaire, bah, vous faites du M&A ou du conseil en strat comme tout le monde et puis c'est un peu pour ça qu'on vous formate. Et puis dans ces métiers-là, j'en discutais récemment avec un autre gars, je pense qu'on verra bientôt, sur mes vidéos aussi. Hem, En fait, vous restez enfermé avec des gens qui ont fait que du M&A, qui ont fait le même parcours, qui ont quasiment les mêmes expériences que vous bah, c'est cool. Vous rencontrez des gens intéressants. Moi, je me suis fait des supers amis que je garde encore et vraiment tant mieux et s'ils me regardent, coucou. Mais vous êtes enfermé dans une vision où vous pensez pas qu'il y a autre chose. Pour vous, les gros métiers, les plus gros salaires, en fait, sont atteignables que, dans les hautes sphères de la finance ou alors faudrait être PDG, de Total ou en effet à des postes, de responsabilité, mais qu'on atteint dans une carrière en général au-delà des 35 ans, sur des grands groupes comme ça, français ou multinationales. Donc voilà, si vous voulez faire ça, c'est très bien. En plus, ça vous offre, plein d'opportunités et cetera. Vous apprenez énormément, ça j'en ferai une autre vidéo. Mais, si vous aspirez à plus, si vous voulez, moi la liberté, financière, c'est ce que je veux et le M&A vous l'offre, mais vous troquez votre temps contre ça. Freelance, c'est bien aussi, j'ai jamais fait et je pense que je vais essayer d'en faire, mais, ça peut être intéressant pour bosser à son rythme et faire un peu d'argent. Mais derrière, en fait, c'est plus l'entrepreneuriat, c'est pouvoir travailler quand on veut, où on veut. Je me filme devant un étang, c'est quand même plutôt sympa. Alors ça rapporte rien, hein, mais j'aime bien, en fait. J'y prends du plaisir et je sais que je veux construire plus, aller plus loin. Moi, j'avais créé une marque de t-shirts, c'était un projet tout con, mais au lycée, ça a pas marché, évidemment. On avait acheté à 2 une cinquantaine et puis on a juste vendu à la famille et aux amis. Mais tout ça pour dire que j'ai toujours eu envie d'entreprendre et que c'était toujours quelque chose que j'avais. J'avais un petit carnet quand j'étais au collège où je notais des idées d'entreprise. Il y avait des trains de luxe, il y avait des ampoules qui durent à vie, enfin des trucs comme ça, quoi. Mais forcément, du coup, le M&A, c'est bien, ça peut vous donner plein d'argent pour, justement, investir dans vos projets. Moi, c'est ce qui m'a permis d'essayer, pour le bar, d'essayer pour une autre app et puis d'essayer l'app actuelle, parce que ça coûte de l'argent. Mais aujourd'hui, je trouve qu'avec tous les outils qu'il y a, toute la connaissance partagée sur les réseaux sociaux, sur YouTube, je regarde le chrono, 2 minutes 40, ça va. Et tout ce que vous pouvez, en fait, trouver en ligne gratuitement ou même juste en discutant avec des gens comme ça qui vous partagent leurs expériences. Moi, alors, forcément, si j'ai 1000 DM, bon, j'en ai pas 1000, hein, mais si j'en ai beaucoup, bah, ça va être compliqué de répondre à tout le monde. Mais c'est toujours un plaisir de donner mon retour d'expérience et cetera. Terrible. Ça sera pas coupé au montage. Non, mais voilà et donc forcément, en fait, si vous avez envie de construire autre chose, de faire plus, de potentiellement gagner plus parce que si le problème, c'est qu'en M&A, au bout d'un moment, bon, alors sur le système français, vous avez les impôts, les cotisations, ça, c'est un autre débat. Mais malgré tout, vous êtes toujours limité au bout d'un moment. Il y a que, dans les grandes banques et au très haut grade que vous pouvez être millionnaire avec les bonus et cetera. C'est-à-dire atteindre le palier on vous rémunère 1 000 000, un peu plus d'1 million brut. Mais derrière, quand vous avez ces rémunérations-là en banque, la plupart du temps, il y a une grosse partie qui est, sous forme d'actions. En plus, les actions, vous pouvez pas les revendre tout de suite. Donc, c'est pour qu'on vous le garde dans la banque et que vous soyez intéressé à rester. Désolé pour le vent. Et derrière, c'est pas forcément du cash liquide. Vous avez les impôts, bon, vous avez plein de choses. Alors les sociétés aussi, il y a plein d'impôts, mais je trouve que vous pouvez dépasser beaucoup plus vite certains stades, que ce soit en salaire, si jamais votre société marche tellement bien, vous pouvez vous verser des salaires qui sont, mirobolants, mais c'est plus par la valeur de la société même, que vous pouvez construire et que vous pouvez derrière revendre ou, monétiser ou, voilà et c'est plus grâce à ça que vous pouvez vous enrichir et en plus, bon, bah, vous créez quelque chose, vous créez du patrimoine. C'est un peu comme, investir dans l'immobilier. Investir dans l'immobilier avec la dette, vous prenez votre capacité d'emprunt, vous l'utilisez pour investir correctement sur des opérations qui vous rapportent un peu d'argent tous les mois, donc ça, c'est votre boîte et puis à la fin, bah, quand votre prêt est remboursé, quand la banque a tout récupéré, bah, le produit est toujours là. Alors si votre société tient, 7, 5, 10 ans, bah, tant mieux, vous pouvez potentiellement la revendre. Si elle s'écroule avant, c'est pas grave, vous faites autre chose, vous continuez, vous réessayez et puis en fait, après voilà, c'est vraiment une volonté personnelle de votre part et c'est plus un choix de vie qu'il faut conscientiser. C'est-à-dire qu'il faut vraiment se poser la question, et c'est le plus dur, c'est savoir très tôt, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que vous voulez faire ça? Si, dès le lycée, voire, le post-bac, parce que vous avez été orienté, pas forcément en prépa, le problème, c'est que c'est vite tracé. Vous êtes là pour 2 ans, vous la donnez et puis vous faites les concours et vous atterrissez en école de commerce. Mais
Potentiellement en école, vous pouvez, partir ou alors faire de l'alternance déjà, ça vous coûtera moins cher et puis, commencer, quand vous avez du temps à investir. Moi, il y avait, un jeune qui m'avait contacté qui était à Lille, à l'EDEC, ah, je vais devoir conclure et qui lui a utilisé son prêt étudiant, pour faire hop, pardon, son prêt étudiant pour faire du Airbnb. Et il m'a demandé conseil, il m'avait contacté sur Airbnb directement en disant: «Ah voilà, j'ai vu que tu avais des apparts, c'est plutôt sympa. Qu'est-ce que tu me conseilles de faire?» et cetera. Donc je lui ai dit: «Bah là, tu peux investir ton prêt étudiant si tes parents, peuvent payer ton école, mais par contre voilà, il faut, quand même avoir un filet de sécurité, pas faire n'importe quoi, bien se renseigner, bien se former» et cetera et cetera. C'est la conclusion pour aujourd'hui, pour cette vidéo. Je pense que j'ai fait beaucoup de pauses. J'espère que le son sera pas trop dégueulasse et je vous retrouve demain pour le deuxième jour de ce challenge où j'essaie d'apprendre à mieux structurer mes idées à l'oral devant une caméra sans coupure et surtout à faire, moins de et avoir un rythme plus agréable à écouter et à entendre.